Au village, on vous dira, tout ce qui bouge sous les herbes finit toujours par apparaître. On a annoncé du côté de l'avenue 11h, 14h, 17h. La nouvelle équipe fédérale devait rendre public le nom du sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et depuis, on attend. Pas de fumée blanche, ça traîne. L'habitude semble revenir au goût du jour. On lance l'appel à candidature, mais dans le fond, le nom du sélectionneur est connu d'avance. Depuis hier, le nom de Philippe Troussier est sur toutes les lèvres. En seconde position, on retrouve Hervé Renard. Les nationaux tels Kolo Touré ne comptent guère dans les négociations, encore moins dans les propositions. À voir la liste des postulants, les éléphants ne font plus courir les sélectionneurs. Une liste qui ne reflète pas la valeur marchande de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Hier, oui, on aurait assisté à un balai de sélectionneurs cotés au passeport garni. Premier match de prestige pour la team Yacine, quelque peu emprunté, qui a fait de la réforme son cheval de bataille. En attraction les différentes ligues de notre football. En Ligue 1 et 2, le nouveau patron, sans passer par une consultation élargie aux membres et aux acteurs du terrain, a pris sur lui, comme pour éblouir l'opinion, comme pour dire qu'il maîtrise l'appareil, s'est précipité en annonçant le salaire minima, le mois, que devrait avoir un joueur ivoirien. Bravo, monsieur le président de la Ligue professionnelle, monsieur Salif Bitego. Quelque part en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, les professionnels footballeurs sont rémunérés à 200 €, soit 120 000 francs CFA. En France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, sur l'Europe, les joueurs d'origine africaine ont profil bas. Ils en ont honte. Monsieur Salif Bitego, proposer ainsi un tel salaire, en vérité, c'est qu'au là, dont vous avez tenu la haute responsabilité, les joueurs du club étaient payés en dessous de 100 000 francs, qu'on se dise la vérité. Monsieur Salif Bitego, faisons un petit calcul. Après quoi, on vous félicitera pour avoir sauvé les joueurs ivoiriens. Monsieur le président Yacine, Idriss Diallo amène la subvention à 100 millions au lieu de 75 millions. Bravo. Selon vous, le joueur sera rémunéré le mois à 120 000 francs. Évitons la saison sportive qui varie selon les humeurs des responsables de la Ligue. Allons en année. 120 000 francs par joueur par 12 mois l'année, on obtiendra 1 440 000 francs par joueur. Nous osons croire que les 30 joueurs qualifiés par club sont tous des professionnels. Si tel est le cas, on aura à multiplier 1 440 000 francs par joueur l'année, par 30 joueurs, on aurait au plan comptable 43 200 000 francs. Avec le traitement des encadreurs, on irait jusqu'à atteindre, pourquoi pas, 60 millions. Sur les 100 millions, monsieur le président du club aurait obtenu à lui seul 40 millions, ajouter les frais, les retombées sur publicité liées à l'image. Ce monsieur se serait fait une fortune, encore que celui-ci ne paye rien à l'État de Côte d'Ivoire. Que le football ivoirien est riche de ses dirigeants et moins de ses acteurs véritables du terrain. Avec ça, nous voulons nous comparer au Cameroun, au Sénégal, à la Guinée. Ce n'est pas le même match, encore moins le même terrain. Voilà la vérité. VDS, en son 1396e numéro. On est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Rachid Sankwasi. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la publication du nom du nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire? Kolo Touré jette l'éponge, Hervé Renard préfère la Coupe du Monde, Philippe Troussier serait en pole position, au contraire de Didier Six, Gilles et bien d'autres. La playlist n'inspire pas confiance, on en parlera tout à l'heure, la spéculation de VDS dans un court instant. En plan de résistance, on ira tous au guichet pour voir de près le traitement salarial imposé à tout joueur ivoirien. Le mois, chez les professionnels, le footballeur ivoirien vaut 200 €, soit 120 000 francs CFA. C'est le doublé du SMIC en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Auria, bonsoir. Bonsoir, Rach. Nous avons en bout de ligne Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Rach. Et puis, on tentera d'avoir Charlio si possible. Au cas où Honoré s'occupe des opérations techniques, et puis la réalisation est l'affaire de jeune Eric Adou. Bienvenue sur votre radio. Monsieur, pour le choix d'un sélectionneur, a-t-on besoin d'attendre la venue du Christ? Pourquoi une si longue attente, Auria?
La grosse interrogation que nous avons tous, la Fédération ivoirienne de football avait annoncé qu'aujourd'hui, 11 mai 2022, on connaîtrait le nom du sélectionneur national. J'ose croire que cette annonce se fera avant le terme de minuit. Voilà, on ne sait pas pourquoi pour l'instant cette annonce tarde, mais je pense que c'est leur début. On va leur accorder ce petit bénéfice-là, afin qu'en ce jour, ils puissent enfin libérer l'ensemble de la presse ivoirienne. Je rappelle qu'ils ont le vécu, hein. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont le vécu, donc c'est pas des novices. Donc, peut-on expliquer un peu cette lenteur pour annoncer et décider du choix du sélectionneur, parce que toute la Côte d'Ivoire piaffe d'impatience. Bah oui, Rach, je pense que cette lenteur peut s'expliquer par ce que la fédération certainement recherche de la qualité. C'est certainement le candidat qui remplit tous les critères qu'ils ont énumérés, et donc ça ne doit pas être chose facile. Peut-être que soit il y a deux cas de figure, les candidats se bousculent ou alors ils ne se bousculent pas. S'ils se bousculent, il faut faire un tri très sélectif. S'ils ne se bousculent pas, il faut certainement regarder et puis encore peut-être certainement prolonger la recherche de cette candidature. Mais on a, comme Auriel l'a dit, on a jusqu'à minuit, on attend pour voir le temps que la fumée blanche sorte. Oui, déjà, la fumée est passée par la fenêtre. Le jet d'éponge de Kolo s'explique difficilement. Auriel, avez-vous des explications pourquoi Kolo, avant même la publication, le verdict, a dit non à l'appel de la fédération? Je pense que si son nom avait été évoqué déjà ici, puisqu'on parle au conditionnel, vu que la fédération n'a pas communiqué jusqu'à aujourd'hui sur la liste des différents candidats aux différents postes, s'il avait fait acte de candidature, c'est un peu surprenant qu'aujourd'hui il puisse désister. Moi, je pense que Kolo Touré veut se lancer dans une, comment dirais-je, dans une aventure d'entraîneur africain ayant la capacité d'entraîner de grands clubs sur l'Europe. On sait qu'il s'entraîne avec Brendan Rodgers. Voilà, il continue ses cours. Il a eu tous les diplômes nécessaires au niveau de l'UEFA pour pouvoir entraîner les top clubs en Europe. Il se dit, en venant en Afrique, s'il se grille déjà avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, qui sera très scrutée au vu de la CAN qu'elle va organiser, il sera difficile peut-être de pouvoir rebondir et avoir un club à entraîner. Quand on regarde un peu, je dirais, le parcours des derniers grands entraîneurs que la Côte d'Ivoire a connus au niveau des Ivoiriens, il est légitime qu'il puisse s'interroger. Xavi François, quand il a quitté le banc de la Côte d'Ivoire, après la CAN 2012, quelques temps après, il a eu du mal à se retrouver une position assez stable. Aujourd'hui, on a Kamara Ibrahim également qui a quitté le banc des éléphants. On ne sait même plus s'il va entraîner ou pas. Donc, quand on regarde un peu ça, si on remonte même un peu plus loin, on se rend compte que pour un local, entraîner en Afrique et surtout l'équipe de Côte d'Ivoire après pour rebondir, c'est assez difficile. Mais on lui proposait quand même la possibilité, d'après ce que j'ai lu, de pouvoir grandir avec cette équipe nationale, être l'entraîneur adjoint, continuer d'apprendre et puis ensuite prendre les espoirs, faire ses preuves. Moi, j'estime que c'était une bonne proposition. C'est-à-dire qu'avec les espoirs, il avait le temps de bâtir une génération à lui et puis montrer de quoi est-ce qu'il était capable. Mais je pense que peut-être que s'il a refusé, il se sent soit pas du tout prêt pour les sélections nationales ou peut-être que dans quelques semaines, on aura une information le concernant dans le fait qu'il puisse signer comme entraîneur principal d'un club en Europe. Donc, ce sont les deux situations plausibles, à mon sens, qui peuvent expliquer le désistement de Kolo Touré. Non, il n'y a pas. Kolo, on dit, vous venez en adjoint en sélection A, vous êtes titulaire chez les Espoirs, comme le dit si bien Auria. C'est une proposition pour moi alléchante pour un garçon qui débute. On s'explique difficilement, son jet de ponge nous étonne. Avez-vous quelques brins d'informations pour nous éclairer? Bah, j'avoue qu'on ne peut pas dire qu'on a vraiment des vraies informations. Ce que je sais, c'est que apparemment Kolo est en train d'avoir une promotion avec, je crois, Tottenham. Et donc, non, c'est Yaya, je pense. C'est Yaya Tottenham. C'est Yaya Touré. C'est Yaya Touré. Kolo, il est à Leicester. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'il est en train d'avoir une promotion. Et donc, apparemment, ça doit l'intéresser un peu plus. Mais effectivement, ça aurait été une très bonne occasion pour lui de venir se tester, se préparer. Parce que effectivement, prendre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se faire comme ça. Il avait déjà un très bon challenge qui s'est présenté à lui. Maintenant, lui seul a ses raisons. On va attendre pour voir. Comme le tout, rien n'est encore diagnostiqué. On va attendre pour voir la décision finale. Mais si on reste sur cela, ça va nous laisser sur notre fin. On aurait souhaité vraiment qu'il vienne apporter son expérience, mais c'est un choix personnel. Et donc, on ne peut pas lui en vouloir aussi pour cela.
Ouais. Sur cette prélix, en parlant des nationaux, hein, on a dû lire quelque part, Auria, les intentions de Thierry Joël, hein, de Jean-Claude Kwasi, qui est le préparateur physique de l'équipe nationale au niveau de la direction technique nationale. À la vérité, les nationaux ne se bousculent pas. Non, vous savez déjà, Thierry Joël, il a envoyé ses dossiers. Le président de la fédération a balisé, je dirais, le choix en fonction des postes. Donc, quand il dit qu'il veut avoir des adjoints comme des adjoints, il est évident que ceux qui estiment avoir les diplômes pour être en équipe A ne vont pas se bousculer au portillon. Voilà. Donc, certains estiment que peut-être qu'en étant adjoints, ils auront la chance dans 2 ans de pouvoir être des titulaires. Mais il faut dire que les techniciens aussi de très haut niveau, hein, du côté de la Côte d'Ivoire, ont pratiquement fait le tour de cette équipe nationale. Hein. Si on regarde un peu les devanciers, il y a eu les Kouadio Georges et autres. Bon, est-ce que ce serait le moins idéal pour eux de revenir? C'est la grosse interrogation. Donc on regarde dans la génération d'après, et cette génération-là, elle est plutôt marquée par des garçons qui sont en train d'apprendre, en train d'avoir leurs diplômes internationaux. On a le cas de Romaric, par exemple, aujourd'hui, qui est du côté de l'AFAD, mais qui n'a pas encore bouclé toutes ses études pour pouvoir postuler à ce genre je dirais, d'appel à candidature. On a parlé des frères Touré, qui eux ont plutôt en idée de pouvoir entraîner en Europe. Sur le plan local, on regarde parmi les entraîneurs qui semblent être encore disponibles ou disposés à pouvoir intégrer ce staff. Bon, ils ont déjà en charge les équipes de jeunes. On a, comme il s'appelle déjà, celui qui est au tournoi de l'UFOA, Daola Sinan, qui est au tournoi de l'UFOA. On a Aïdara Choualio, on a Guamene Maxime. Il n'y a pas, à mon sens... Mais quand vous avez un entraîneur qui fait bonne figure, je pense, aux Jeux Olympiques... Oui, Aïdara. On peut vous faire glisser à Aïdara. Oui, mais bon, je pense que... Ici, on n'a pas un profil de carrière pour nos entraîneurs, encore moins nos vous joueurs. savez, C'est ça qui est dommage. aujourd'hui, moi, je comprends, je vais dire que j'essaie de comprendre. Voilà, le président de la Fédération de football pour diverses raisons. On sait tous que cette équipe de Côte d'Ivoire, on essaie de rebâtir une équipe assez compétitive. On voit des jeunes qui montent en puissance, on voit des anciens qui sont en déliquescence. Ce n'est pas une équipe sur laquelle on serait amené à miser immédiatement, je dirais, un copec dans la possibilité de l'avoir s'imposer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une équipe qui est à parfaire. Et quand on veut parfaire une équipe, on cherche généralement des personnes qui seront suffisamment détachées, je dirais, des joueurs. On a critiqué, par exemple, la gestion de Patrice Baumel, parce qu'on savait qu'il était très proche de certains cadres. Voilà, on a entendu dans les coulisses que ces cadres-là même auraient milité pour qu'il soit choisi comme le sélectionneur de l'équipe nationale. Mais après, on a vu ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un entraîneur. Vous avez cité tout à l'heure Philippe Troussier, c'est qu'on va revenir là-dessus. On a besoin d'un entraîneur qui est complètement détaché de cet environnement pour pouvoir décider de manière totalement indépendante des joueurs, à même de pouvoir constituer une bonne équipe pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Cette gestion, je ne dirais pas clanique, mais familiale de l'équipe nationale, a entraîné par exemple le retrait de certains joueurs. On parle tout le temps de Seko Fofana, on a vu le jeune Sengo, ainsi de suite. Or, ce sont des joueurs aujourd'hui ivoiriens qui ont une forte valeur, tant au niveau de leur qualité, qu'au niveau même je dirais, du marché des transferts en Europe. Sengo, par exemple, il a annoncé du côté de Tottenham et plutôt de Liverpool et autres. On a besoin de ces joueurs-là. Qui d'autre qu'un entraîneur véritablement détaché pour pouvoir leur donner de la confiance pour qu'ils viennent. Donc, moi, j'estime que c'est une bonne méthode. Ça va nous permettre de ne pas griller nos techniciens, de pouvoir avoir à terme une équipe qui sera suffisamment mature et confier cette sélection à des entraîneurs ivoiriens qui auront suffisamment appris pour que dorénavant la Côte d'Ivoire n'ait plus à se tourner vers des expatriés. Maintenant, j'aimerais terminer par un dernier élément. Vous savez, beaucoup de personnes estiment que au niveau de ceux qui ont postulé, les noms n'étaient pas ronflants. Mais depuis un certain moment, bon, je pense que Mme Dao Gabala avait révélé cela. Le gouvernement ivoirien, qui a à charge la gestion de l'équipe nationale, a décidé d'être très strict au niveau je dirais, du budget alloué au sélectionneur national et à son staff. On n'excédera pas 50 millions. Elle avait parlé d'une affaire de 600 millions qui était donnée à l'année par le gouvernement. C'est 50 millions qui revenaient à la gestion du sélectionneur et de son staff. Donc, quand on regarde déjà un sélectionneur, on sait qu'il vient avec plusieurs personnes. Quand on essaie d'estimer, on s'est dit que l'entraîneur principal, il aura un salaire dans la fourchette de 30 à 35 millions. Une fois que vous annoncez ça pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il est évident que certains entraîneurs qui touchent plus que ça, qui sont à 60-80 millions par mois, ne vont pas se bousculer au portillon. Donc, il y a cet aspect également budgétaire de cet appel d'offres qu'il faut prendre
il faut prendre en compte. D'accord, sur cet aspect, bon, c'est discutable parce qu'on a un objectif immédiat, où qu'on venait avec moi, on a à quelques mois là, la CAN, où on met le paquet pour gagner cette CAN. Si on veut aller avec le second couteau, bon, ça va être parce qu'on veut payer moins cher. Petit argent, petit ballon, hein. On le dit en Côte d'Ivoire. Noël, un complément sur ce dont parlait Orient qui est fort intéressant. Faut pas griller nos cadres et puis essayer de rentabiliser un peu le fonds alloué à notre sélection, au staff technique surtout. Mais je dis qu'on a un objectif, une obligation. On doit gagner la Coupe d'Afrique, mais vraiment, quand je regarde un peu la prélix, les noms là ne feraient pas. Et puis bon, ça n'inspire pas. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Oui, Rach, je pense que ce que Auri a dit est juste. Il ne faut pas griller nos cadres, mais aussi c'est à nos cadres qui arrivent pour apprendre de savoir, d'avoir un comportement pour éviter de se faire griller. On peut être adjoint et puis se faire griller. Il faut avoir donc ceux qui viennent apprendre pour être dans cette ligne-là. Il faut que ce soit des gens qui soient capables d'apprendre. Moi, je dis, on en parlera certainement, mais bon, un entraîneur que la fédération choisit avec un adjoint qui n'est certainement pas choisi par la fédération, la cohabitation, comment elle va se passer, tout ça, ça reste à voir. Quand on sait que souvent, à l'esprit, on a toujours tendance à voir l'adjoint torpiller celui qui est devant pour prendre la place, mais si nos cadres restent dans l'esprit d'apprendre, effectivement, d'ici quelques années, ils pourront effectivement reprendre cette fédération-là, cette sélection. Mais je dis aussi, par rapport au budget, moi je suis d'accord avec ce budget qui est autour de 600 millions qui est bloqué. Ce n'est pas, même si il y a des entraîneurs à qui on a donné des centaines de millions qui ne nous ont donné aucune garantie de gagner quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est un bloc, c'est une organisation qui va gagner la Coupe d'Afrique. Et moi, je dis, les critères des choix pour la sélection, ici, on trouve un entraîneur caractériel. Il faut qu'au niveau de la fédération, au niveau de l'organisation même de la fédération, autour de l'équipe nationale, ce soit une organisation professionnelle. On peut chercher un entraîneur, le payer à 100 millions, mais si on n'a pas une organisation professionnelle autour de cette équipe nationale-là, on n'obtiendra pas les résultats. Donc, moi, je dis déjà 50 millions alloués par mois, c'est vraiment, peut-être c'est pas beaucoup, mais même si on donne 100 millions, 200 millions, on n'a aucune garantie que celui qui reçoit ce montant va nous amener à gagner la Coupe d'Afrique. C'est une affaire de bloc équipe. 50 millions, c'est déjà bien. Ceux qui peuvent être dans cette fourchette qu'ils viennent, la Côte d'Ivoire va travailler avec eux. Si on a un bloc, on a une organisation professionnelle autour de cette équipe nationale, on peut espérer gagner effectivement la Coupe d'Afrique. Donc ces 50 millions servent aussi au staff de l'équipe Espoir, le pays olympique, pourquoi pas. 50 millions, c'est pas 50 000, hein, c'est beaucoup d'argent quand même. Sur la playlist, pour terminer, un nom semble faire l'unanimité, je sais pas, mais c'est Oria Philippe Bernard Troussier. C'est un revenant. Hier, c'était le sorcier blanc, mais ce sorcier n'est plus blanc parce qu'il y a longtemps qu'il a perdu un peu le parfum des stades. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour gagner cette canne-là? Bon, moi je pense déjà que c'est une information que je vais prendre avec des pincettes. Je l'ai dit en attente de propos jusqu'à présent. Toute la nuit d'hier, on parlait de Philippe Troussier. On passe notre temps. Il aurait déposé même sa candidature. Demain au conditionnel, il l'aurait. Voilà, c'est surtout ça. Maintenant, si on prend le conditionnel pour en débattre, je pense, à mon sens, franchement, j'ai lu comme ça sur les réseaux sociaux ce matin, quelqu'un avec qui j'échange couramment qui disait Philippe Troussier a déposé sa candidature. Lui, il était vraiment affirmatif. On le considère comme un entraîneur local. Effectivement, Philippe Troussier est de la nationalité ivoirienne. Voilà, donc ça ferait d'une pierre deux coups. Mais c'est un homme qui a une grande expérience. Mais il doit être dépassé, honnêtement. Non, bon, vous savez... Non, je vais le dire, Rach. Vous savez, l'histoire récente du football mondial nous démontre qu'il est très difficile pour quelqu'un qui a un savoir suffisamment grand d'estimer qu'il est dépassé. Il est dépassé quand il n'a pas la capacité de s'adapter à l'ère nouvelle. Je vais vous donner le cas de par exemple, Jupp Heynckes, cet entraîneur allemand qui avait remporté la Champions League, je crois la 8e avec le Real Madrid, qui avait été annoncé dépassé par les événements, qui était parti à la retraite et qui est allé être ressuscité entre guillemets par le Bayern Munich. On a vu ce qu'il a démontré avant que Guardiola n'arrive. On avait Carlo Ancelotti, dont beaucoup de personnes après la décima disaient qu'il était fini, il était dépassé, qu'il s'était retrouvé à Chelsea puis à Everton. On disait qu'il était perdu, ce n'était plus un grand entraîneur, et on voit les merveilles qu'il réalise aujourd'hui avec le Real Madrid. Donc c'est dire que tout dépendra de la capacité de cet entraîneur à s'inscrire dans l'ère nouvelle, avec les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, je dirais, pour entraîner. Et comme on le dit, très souvent, c'est au pied du mur qu'on juge, qu'on juge le maçon. Donc, si Philippe Troussier, comme on le dit au conditionnel, a déposé ses dossiers, si à l'étude de ces dossiers, le collège qui est chargé de désigner l'entraîneur
le choisi, ça voudrait dire qu'il les aurait convaincus quelque part. Donc moi, je le dis toujours, il faut laisser les gens travailler d'abord avant de les juger. J'estime que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'environnement ivoirien, ça on ne peut pas le lui nier. Maintenant, c'est vrai qu'il est resté pendant très longtemps sur la touche. Est-ce que cela n'aura pas qu'un déphasage au niveau de l'équipe nationale? Et comme on le disait, est-ce que c'est toujours l'homme à poigne que la Côte d'Ivoire a connu? Je pense qu'avec l'âge, on s'en s'agit. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui viennent, qui peuvent prêter, comme vous êtes très ancien, vous l'avez connu déjà tout jeune, qui peuvent prêter un tout petit peu, je dirais, à douter de sa capacité de gérer ce groupe. Mais attendant de savoir, pour l'instant, je ne peux pas dire si c'est un bon ou un mauvais choix. À propos de Philippe Troussier, c'est vrai, on fait du réchauffé. Autant aller chercher François Zawi pour venir faire du réchauffé sur les bancs des éléphants de Côte d'Ivoire. Il serait en pole position, ce Philippe Troussier. Pour vous, serait-il l'homme providentiel pour faire de la Côte d'Ivoire l'équipe championne dans quelques 12 mois? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire si c'est l'homme providentiel ou pas. C'est vrai, on fait un peu de réchauffé, mais moi, en ce qui concerne Philippe Troussier, ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un très bon entraîneur, mais qui est très caractériel. Je l'ai dit tout à l'heure, avec le caractère qu'il a, est-ce que il va avoir la latitude et l'indépendance totale pour pouvoir travailler sans intervention des uns et des autres, quand on sait comment les uns et les autres travaillent? Moi, je dis, on a écouté la dernière intervention de Baumel qui disait que c'est vrai, on accuse l'entraîneur, mais parfois, il y a toute une organisation administrative autour de l'équipe nationale qui n'est pas bien gérée. Et donc, avec Philippe Troussier, la dernière fois où Philippe Troussier était avec l'équipe nationale, on sait comment il est parti, parce qu'il y a eu une incompatibilité d'humeur avec le président qui était là. Celui qui arrive, connaissant lui aussi Philippe Troussier, est-ce qu'il peut avoir compatibilité d'humeur? Est-ce que si c'est Philippe Troussier qui est retenu, est-ce qu'on va lui laisser le temps de travailler? Donc c'est tout ça, l'homme est très caractériel. Est-ce que ce caractère qu'il a peut lui permettre de gérer l'équipe nationale avec toutes les grosses têtes qu'on a dans cette équipe nationale? C'est tout ça qu'on a à voir. Pour l'instant, il n'est pas encore retenu, on parle au conditionnel, mais si c'est lui, vraiment, ce sont des aspects qu'il faut voir. Moi, je dis qu'autour de cette équipe nationale-là, il faut peut-être mettre un entraîneur qui va être en même temps le manager, parce que très souvent, on met un manager, il y a l'entraîneur, donc le manager a son rôle à jouer, et puis quand ce rôle n'est pas joué, tout ce qu'on retient, c'est que c'est l'entraîneur qui est comptable parce que les résultats ne sont pas bons. Mais les résultats résultent d'une composante de plusieurs choses. L'entraîneur entraîne, toute l'administration doit fonctionner autour pour que cette équipe nationale marche. Et donc, ce sont des aspects que certainement avec Philippe Troussier, on peut corriger parce qu'il a un caractère. Mais est-ce que tous vont pouvoir supporter son caractère, n'est pas intervenir? C'est quelqu'un qu'on a vu, même à la SEC chasser, parfois le président Roger Wonier, quand il voulait intervenir, est-ce que tous vont accepter d'intervenir, d'accepter ce caractère-là? Ça encore, ça reste à voir. Et donc, attendons pour voir ce qui va être fait lorsque la désignation de l'entraîneur va sortir. Vous vous rappelez de ce passage en allant au mondial de 94, Philippe Troussier a abandonné les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a fallu le pompier Paul Martial pour venir coacher cette équipe nationale qui va couler à Lagos 4-1 face au Super Eagles. C'était une petite trahison. Mais si Troussier est retenu, on fera avec un complément. Non, en fait, le pupitre au niveau de la Fédération ivoirienne de football a été sorti depuis 18h08. Voilà, il est installé à l'entrée. Donc, on s'attend dans l'heure à venir à avoir une déclaration de la fédération concernant soit le nom des différents postulants ou le nom des sélectionneurs. Et on apprend comme ça qu'ils vont faire à petite dose et puis la semaine prochaine publier la liste, donner le nom officiel. Bien, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? On attend. Bon, on attend. Si vous êtes à l'écoute, à tout moment, on peut sortir pour revenir sur le choix du sélectionneur national pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui est attendu depuis. On a annoncé 11h, 14h, 17h. On sort le pupitre maintenant à 18h08. Bon, on attend la déclaration. Bon, messieurs, faites vite parce que tout le monde attend. Il y va de ce qui pourrait arriver. Ce sélectionneur-là, quand on le voit, il peut nous amener à la finale à la Coupe d'Afrique et gagner cette coupe-là. Mais si il faut encore tergiverser, ça va être compliqué. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Le salaire du joueur ivoirien qui se voit publié par le patron de la Ligue professionnelle, 120 000 francs, soit 200 € pour ceux qui fonctionnent en euros. C'est la trouvaille Salif Bitego. Messieurs, faisons un effort, mettez le pied dans le plat, Auria. Pour une ligue professionnelle, pour un joueur professionnel, ne faisant que du football, c'est son métier, 120 000 francs, le SMIC x2, est-ce que c'est quelque chose de consistant pour
une ligue professionnelle. Non, c'est que le président Bictogo a eu à dire, puisque j'ai eu la chance d'être présent lors de son intervention. C'est que déjà, le statut du footballeur ivoirien, même exerçant cette profession, c'est-à-dire présent en Ligue 1 ou en Ligue 2, ne fait pas partie d'une quelconque convention collective. Vous savez, quand vous signez dans une entreprise, généralement, après les négociations, on vous demande, quand généralement vous êtes dans la catégorie des cadres, à quelle catégorie vous pensez qu'on peut vous rémunérer. Et donc, si vous ne savez pas, on vous aiguille un peu. Et en fonction de votre catégorie, vous avez un salaire minimum catégoriel qui est établi. Étant donné que les footballeurs ivoiriens ne sont pas dans cette phase, leur salaire minimum catégoriel était indexé sur le SMIC en Côte d'Ivoire, qui d'abord était de 36 000. Toujours. Non, puisque pour l'instant, on a dit qu'en D3 et dans les autres divisions, il n'y avait pas de contrat. Donc, je parle de ceux qui sont des contractuels. Donc, c'était indexé au SMIC. C'est-à-dire d'abord à 36 000, ensuite à 60 000 francs. Donc le président Bictogo, c'est plutôt une proposition, c'est-à-dire qu'il ne peut pas décider de manière unilatérale que le salaire des joueurs allait passer à 120 000, mais qu'il allait en faire une proposition à l'ensemble de ses pairs. Mais est-ce qu'on doit considérer que cela est, pour revenir à votre question, énorme ou petit? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu une avancée. Il y a eu une avancée dans la mesure où ces 60 000 francs en plus sur le salaire minimum catégoriel va apporter un plus à la rémunération des joueurs. On se rappelle que récemment, un joueur du Stella avait annoncé sur les réseaux sociaux à grand effort de publicité avoir été limogé du Stella pour avoir apporté son soutien à un candidat qui a perdu à l'élection de la FIF, et on s'est rendu compte qu'il était payé par exemple à 250 000. Alors que le salaire était indexé sur le SMIC à 60 000. Donc, c'est la base minimale. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant concernant ce montant? Je pense qu'on devrait attendre que les différents membres actifs s'asseyent, discutent entre eux pour qu'ils puissent faire sortir une proposition aux joueurs, bien évidemment qu'ils doivent s'impliquer dans ces négociations à travers leurs différentes associations. Moi, je l'ai dit, c'est à la fois une chance pour eux, peut-être, pourquoi pas, une faiblesse, que M. Cyril Domoro soit proche du comité exécutif. Parce qu'est-ce qu'il aura les coups de franche pour véritablement négocier pour augmenter ce salaire minimum Quand il était à la tête de l'association des joueurs, il n'a pas il est toujours à la tête. Donc, voilà. Donc, on va beaucoup scruter, cette question, à mon sens. Mais moi, je préfère considérer qu'un pas a été fait. Voilà. Un pas encourageant. Si on estime qu'il peut faire mieux, on va dire, écoutez, messieurs, regardez encore plus. Parce qu'il y a, GRH, il y a deux volets. Il y a d'abord ce salaire des joueurs. Ensuite, il y a ce salaire même qui ne tombait pas régulièrement. Et le dernier volet même, puisqu'il y en a trois, j'ai cité deux, il y a le fait que les joueurs étaient payés uniquement sur la durée des compétitions. Donc, il y a ces trois problèmes à régler. Il faut augmenter le salaire, le revenu des joueurs. Il faut également, tout simplement, les payer régulièrement. Et il faut veiller à ce qu'ils soient payés tout au long de l'année et non pas seulement tout au long des compétitions. Tout au long de la saison. Voilà. Donc, si ces trois conditions-là sont remplies, je pense qu'il y aura une amélioration de la condition de vie des athlètes déjà. Et puis, petit à petit, on va grappiller chaque année au vu des améliorations pour atteindre le niveau qu'on souhaite tous. Ouais. Moi, je pense que si on sait que c'est une équipe qui peut performer, on connaît bien Yachine, Idriss Diallo, mais la proposition de 120 000 francs, c'est vraiment dérisoire. Mais Noël Yapo, pour vous, c'est une avancée, comme le dit Auria, ou bien on peut faire mieux? Je pense que oui, on peut faire mieux, mais c'est déjà une avancée, comme le dit Auria. Mais moi, mon problème avec cette annonce-là, j'ai l'impression que, bon, le nouveau comité exécutif, les personnes qui sont nommées font des annonces un peu spectaculaires et il faut qu'on calme un peu les ardeurs. Hier, on a écouté le président de la Ligue amateur qui a pris lui-même personnellement de donner des primes aux vainqueurs, aux buteurs, etc. Aujourd'hui, c'est comme Auria le dit, c'est une proposition du président du Togo, mais j'aurais souhaité que cette proposition-là fasse l'objet des discussions avec ses pairs, qu'elle soit validée avant que ce soit comme ça publié un peu partout. La deuxième préoccupation, c'est qu'on parle de Ligue amateur, mais la Ligue amateur, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle. Augmentée à 100 millions, la Ligue 2, 50 millions, mais les deux sont considérés comme professionnels. Bon, est-ce que le joueur, il faut comprendre que le joueur de la Ligue 2 aura un salaire minimum aussi de 120 000, en sachant que la Ligue 2 a 50 millions. Il y a tous ces aspects-là que moi, je souhaite que ce soit clair, parce que les joueurs vont s'en prévaloir dès lors que le joueur est automatiquement en Ligue professionnelle, donc il joue en Division 2, automatiquement il est dans la Ligue professionnelle, donc il peut se prévaloir d'un salaire minimum de 120 000. Alors que quand on regarde les subventions des clubs de Ligue 2 et de Ligue 1,
c'est pas les mêmes. J'ai entendu le président Bitogo dire qu'il ne faut pas que les clubs s'appuient simplement sur la subvention. Ce sont des discours qui changent aujourd'hui, mais on sait que beaucoup de clubs vivent grâce à leur subvention. Donc tout ça, je pense que ça doit faire l'objet de discussions avec ses pairs et ça doit faire l'objet de validations et en tenant compte de tous ces aspects-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise des choses aujourd'hui et puis demain, ça va être, ces choses-là vont changer. 120 000 francs, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà une avancée. Mais il faut que tout ceci soit bien ficelé juridiquement et qu'on sache, comme Auria l'a dit, et si celui qui ne respecte pas ces 120 000, quelles sont les sanctions qui vont suivre pour que le joueur soit une fois sécurisé. On peut avoir 120 000, mais on est sûr qu'on a les 120 000 régulièrement, sans problème. Bon, c'est déjà un pas de fait. Donc, toutes ces choses-là, à mon sens, ont besoin d'être étudiées avec les pairs du président Bitogo, que l'Assemblée générale s'en approprie et que ce soit validé, que tout ceci soit mis au statut du joueur pour que les joueurs soient assez sécurisés. Donc, voilà un peu ce que moi je pense, mais il faut déjà voir entre la Ligue 1, donc il reçoit 100 millions de subventions, la Ligue 2 qui a 50 millions, si on parle de ce principe-là, ça va être difficile. Et encore qu'il faut savoir que dans des clubs de Ligue 1, il fait une différenciation des joueurs. Ils ont des joueurs dits professionnels et des joueurs dits amateurs. Alors, à qui s'adressent les 120 000 francs? Aux joueurs qu'on dit professionnels ou aux joueurs qu'on dit amateurs? Ah ouais, donc, il y a toutes ces spécificités qu'il faut voir. Parce qu'ils sont capables de faire sur 30 joueurs, 10 joueurs professionnels et puis les autres, parce que moi, je ne citerai pas le club, j'en ai été victime. Mon fils devait être professionnel, on l'a mis en amateur, amateur stagiaire. C'est incroyable. Alors, avant de revenir à Auria, la précipitation avec laquelle nos responsables de ligue se prononcent, sont-ils encore dans l'émotion, dans l'euphorie? Bah oui, c'est l'impression que ça donne, parce que vous voyez, hier, on a écouté le président de la Ligue amateur. La proposition qu'il fait est une proposition personnelle. C'est pas possible de faire une proposition personnelle dans une institution. On est d'accord, il peut le faire, mais bon, l'annoncer comme ça, c'est un peu, je veux dire, non seulement la proposition qu'il fait, ça va créer une division au niveau du collectif des clubs, parce que quand on dit celui qui a marqué 2 buts, il a une prime, mais pour marquer 2 buts, il faut que les autres viennent donner le ballon. Et donc, franchement, ça va créer quelque chose. Bon, la proposition du président du Togo, comme Auria le dit, c'est une proposition, mais avant que cette proposition ne prenne toute la Côte d'Ivoire et que les joueurs aujourd'hui commencent par applaudir, il faut que ce soit discuté et que ce soit approuvé. Est-ce que cette proposition vient d'une partie du cahier des charges qu'on a enlevé? Est-ce que c'est accepté, c'est pas accepté? Mais il faut éviter aujourd'hui de trop parler. On veut faire, effectivement, on veut donner l'impression que on veut aller vite, on veut travailler, on veut faire autre chose que ce qui existait. Mais tous ces débats-là étaient là quand tous ces présidents du club étaient à cette fédération-là. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, ils arrivent, ils veulent changer beaucoup de choses, mais allons doucement pour qu'on change les choses sûrement. Auria, c'est vraiment bien dit, tout avec vous et puis Noël et Apo, il y a un peu de la précipitation, du laisser aller. Et pense qu'il est question pour le président de monter sur l'estrade pour dire non, monsieur, allons comme ça. Je pense que c'est de bonnes propositions, mais lorsqu'elles ne sont pas, ces propositions-là, discutées en assemblée ou même de manière élargie avec les concernés même, on ne se précipite pas comme ça pour annoncer ce genre de décision ou de proposition. 120 000 francs, logiquement, c'est une avancée notable, mais à la vérité, c'est le prix du carburant à la pompe du président du club, qui a une bolide et qui fait le plein, c'est 120 000 francs. Et c'est ce qui est versé à un joueur. Bon, cela pose le problème, Auria, du cahier des charges. C'est vrai, c'est de proposer, mais il y a aussi le suivi. Est-ce que messieurs de la Ligue professionnelle, de la Ligue amateur, auront effectivement le temps et un œil regardant sur la gestion de tous ces fonds-là? Le fameux cahier des charges revient encore en actualité. Vous savez, en association, tout se décide au cours d'une assemblée générale. Il est très difficile à un comité exécutif élu en assemblée générale de pouvoir imposer, en termes de dictat, sa décision à l'ensemble des membres de l'assemblée générale. Donc déjà, ce fameux cahier de charges, au niveau de ces différentes rubriques, il devrait être discuté lors d'une prochaine rencontre entre le comité exécutif et l'ensemble des membres actifs. On sait que le président Idriss Yassine a annoncé une assemblée générale dès le mois de juin déjà pour parler des questions importantes du football ivoirien et lancer les états généraux du football ivoirien. Je pense que ce sont deux événements qui doivent être scrutés parce qu'à travers ces deux événements-là, on pourrait avoir la boussole du football ivoirien sur les années à venir, du moins sur les 4 prochaines années à venir. Donc,
Ce cahier de charges, pour l'instant, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce qu'on ne connaît pas l'ensemble de son contenu. On sait qu'il y a quelques idées qui y sortent pêle-mêle, l'augmentation du salaire des joueurs, l'obligation pour les clubs d'avoir une administration en bonne et due forme, de pouvoir payer régulièrement les joueurs, d'avoir un centre de formation. Bon, ça, ce sont des éléments qui émanent plus de la Confédération africaine de football, des obligations pour pouvoir participer aux compétitions continentales qui vont venir se greffer dans ce cahier de charge. Il y a tellement d'éléments qu'on aimerait à terme pouvoir disposer de ce cahier-là, pour voir les différentes dispositions et savoir vers où le football ivoirien se dirige. Donc, concernant ce cahier de charge, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, concernant ce que vous avez évoqué, la précipitation, je pense que du côté de la Maison de Verre et de ses nouveaux occupants, il va falloir énormément travailler sur la communication des responsables. Ça piétine. Voilà. Parce que c'est vrai, ils sont arrivés, il y a l'euphorie de la victoire, on essaie de faire des promesses ça et là, mais on a remarqué déjà à travers les propos des deux présidents de ligue que c'était des propositions même qui n'avaient pas encore eu l'assentiment du COMEX avant même de parler de l'assentiment de l'Assemblée Générale. Ils ont dormi, ils ont rêvé, ils se sont réveillés et puis hop, ils ont balancé. Il faut aller petit à petit. Je pense que 120 000, c'est peut-être la proposition du président Big Togo. Durant la rencontre, peut-être certains présidents vouloir monter à 150 000, d'autres vont peut-être proposer 100 000. Bon, on verra ce que cela va donner à la fin. Mais Noël Yapo l'a dit, quand il y a déjà cette grosse disparité au niveau des subventions entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il va falloir négocier, discuter pour que également cela puisse se ressentir dans la gestion des différents clubs. Parce que pour un club qui reçoit une subvention moindre qu'un club de l'élite, être contraint de payer au même titre que le club de l'élite, je pense que ça peut faire grincer des dents. Donc ce sont des négociations comme ça à mener au sein du COMEX d'abord, avant l'AG de juin. C'est le président qui l'a annoncé, ce n'est pas moi, en espérant qu'elle se tienne. Et puis, les états généraux du football qui devraient accoucher, je dirais, de la Bible du football ivoirien pour son essor. Noël Yapo, la lisibilité au niveau de ce cahier des charges s'impose à cette nouvelle équipe fédérale. Est-ce que, enfin, ce cahier-là sera vraiment sur la table pour que et le président de la fédération même, et le président de la ligue professionnelle, et le président de la ligue amateur puissent de temps en temps feuilleter et lire tout ce qui est mentionné dans ce cahier. Ce cahier de charges pourrait créer, pourquoi pas, une certaine émulation au sein de cette nouvelle équipe fédérale, ou bien on fait avec, il y a des dirigeants intouchables, on ne pourra pas contrôler, on laisse comme ça, et puis bon, demain, on ira encore à se batailler sur les antennes de télévision pour dire tel argent est passé par là, par-ci. Qu'est-ce qu'on fait de ce cahier de charges, Noël Yapo? Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire que de mettre ce cahier de charges en place et de l'appliquer. Ce n'est pas une affaire d'humeur, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de développement du football. On ne peut pas développer le football sans avoir un cahier de charges clair à chaque niveau, à chaque étape du football. Il faut ce cahier de charges clair. C'est vrai que dans l'application de ce cahier de charges, ça va poser problème parce que, bon, naturellement, ça va amener à faire des graissements de dents au niveau de ceux qui ont porté les nouveaux locataires de la maison de verre là, mais si on veut développer le football, on est obligé de passer par ce cahier de charges. Auriel l'a dit tout à l'heure, déjà avec la Confédération africaine de football, il y a comme un cahier de charges qu'il faut respecter. J'ai entendu le président Bitogo dire aussi que même pour avoir les licences CAF, il y a des obligations qu'il faut respecter. Donc cela doit commencer par la Côte d'Ivoire, par la Fédération ivoirienne elle-même. Il faut mettre en place un cahier de charges mis en place avec les clubs eux-mêmes, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais ce qu'on peut faire, il faut que chacun s'engage à l'appliquer, parce qu'on ne peut pas continuer de tourner en rond. On va augmenter les subventions, c'est vrai, c'était pour des campagnes, mais on va augmenter les subventions à 100 millions. Quand on donne 100 millions de francs au club, c'est pour les aider à développer le football, mais pas pour développer les individus. Donc, derrière ces 100 millions, ces 50 millions, tout ce qu'on donne, il faut un cahier de charges qui tienne compte de tout ce qu'on apporte pour le développement du football. Et ça, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, mais celui qui peut respecter le cahier de charges, qu'il puisse le respecter, même si son meilleur ami, son meilleur soutien ne peut pas respecter le cahier de charges, il faut qu'il constate qu'il ne peut pas respecter le cahier de charges et qu'il ne peut pas aller dans le sens du développement du football, pour qu'une fois, on arrête ces histoires de tenir compte de nos soutiens ou pas pour que ce cahier de charges ne soit pas appliqué. Mais c'est une obligation pour ce nouveau comité exécutif de mettre ce cahier de charges en place. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Problème de salaire, proposition de salaire à la hâte, proposition de traitement de
le choix de sélectionneurs qui traîne. On attend toujours du côté de la Fédération ivoirienne de football la publication du nom de sélectionneur ou des nominés pour le poste de sélectionneur des éléphants du Côte d'Ivoire. D'ici la fin de cette émission, certainement, on pourra vous dire quelque chose. On le sait, un élément qui a pu faire couler beaucoup d'encre de salive, c'est la publication, le traitement de nos licences. On a dit que l'ancienne équipe publiait et tirait ses licences Noël Yapo du côté de la Tunisie, c'était des millions et des millions, alors qu'on a des imprimeries ici, on pourrait peut-être minimiser les coûts et tirer nos licences ici. C'est une nouvelle façon de gérer. Est-ce qu'on peut minimiser un peu les coûts en jouant franc jeu, en allant à l'essentiel, le tirage des licences quand même, aller à l'étranger? Je me dis que c'est un peu du gaspillage, Noël Yapo. On ne peut pas dire que c'est un peu du gaspillage. Je crois que c'est une obligation même de la Confédération et de la FIFA, parce que c'est pratiquement via des sites internet FIFA et CAF que ces licences sont tirées. Et donc, c'est à nous, au fait, ce genre de situation arrive quand on n'arrive pas nous-mêmes à crédibiliser ce que nous faisons et à rassurer tout le monde. Quand on a fait la même chose avec la fédération, quand on n'a pas réussi à s'entendre et à gérer correctement, il y a eu la normalisation. Quand on n'arrive pas à crédibiliser ce que nous faisons, et donc on est obligé de subir ce qui se passe. Et donc c'est une disposition internationale, parce que le tirage de licence, la qualification de licence se fait via un site internet qui est soit avec la FIFA ou avec la CAF, et donc là où est logé donc celui qui traite ces licences, c'est ce qui coûte, ce que ça va coûter. Mais avec les nouveaux dirigeants, j'espère qu'il va y avoir des discussions, parce que ça aussi, ça crée beaucoup de problèmes pour tirer une licence. Et parfois, les secrétaires généraux ne dorment pratiquement pas. C'est jusqu'à 1h, 2h du matin qu'ils se mettent sur l'ordinateur en train d'attendre qu'il y ait la connexion. Mais tout ceci, ça fait partie des aléas de la technologie. Mais avec la nouvelle équipe qui est arrivée, on va voir si effectivement, dans l'esprit de la bonne gouvernance, si on peut trouver mieux et baisser les coûts. Ah ouais, parce que, vous savez, à cette allure, lorsque la licence vient de l'autre côté, vous retrouvez des enfants qui sont au Maroc ou quelque part perdus sur le continent, qui détiennent des licences. Vous ne savez pas comment il a pu avoir cette licence. Et lorsque vous fouillez même les fiches des équipes, ces joueurs-là n'a pas son nom sur une des listes des équipes. Mais comment est-ce qu'il a pu obtenir une licence fédérale? Donc c'est tout ça qu'il faut canaliser. C'est tout ça aussi la nouvelle gestion. Il faudrait y songer, n'est-ce pas, mon très cher Auria? Oui, je pense, bon, même si on a eu quelques explications sur ce qui s'est passé, Noël Yapo l'a dit, ce sont des dispositions de la FIFA. Face au fait qu'on avait des problèmes pour trouver une structure à même de pouvoir gérer le système de la FIFA localement, elle avait indiqué la direction, je crois, du Maroc à l'ancien comité exécutif. Mais bon, je pense que déjà, le comité exécutif est parti depuis près de 2 ans. Je ne sais pas comment ces licences étaient traitées par le comité de normalisation. Sûrement que ce comité-là a dû trouver une structure locale pour pouvoir traiter ces licences-là avant de faire la passation au nouveau comité exécutif. Mais je pense que si pour l'instant on n'entend pas de grand bruit à ce niveau-là, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de problème, et donc on attendra de voir. Que retenir, Noël Yapo, de tous ces mouvements aux premières semaines de la prise de pouvoir au niveau de la maison de verre de la team Yachine? Cette team est-elle bien partie? Lorsque, bien sûr, les ardeurs des uns et des autres, lorsqu'on va essayer de baisser un peu d'un cran les émotions et puis l'euphorie, cette équipe de Idriss Diallo, logiquement, à faire allure, peut-on garder espoir? Tout partira du choix du sélectionneur ou bien du départ réel de la saison, version Yachine? Pour vous, vous situez dans quelle situation une semaine après la prise de pouvoir? Une semaine après la prise de pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'ils gèrent un peu la communication. Il faut que les décisions qui sortent soient canalisées et que ce soit vraiment des décisions parce que si c'est encore au stade des propositions, il vaut mieux les garder, les analyser avant de les mettre sur la place publique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire entière a le regard vers cette fédération, pour ce que nous savons tous. La Côte d'Ivoire suit ce football. Le choix du sélectionneur, oui, mais on les attend plus sur l'organisation du football, sur le développement du football, sur le projet qu'ils ont proposé. C'est vrai, il y a le projet rassemblé, mais il y a le développement du football, il y a le championnat qui arrive, et il y a l'augmentation des subventions. Donc,
pour le paiement de tout ceci, mais on les attend en général et sur l'équipe nationale et sur l'organisation de tous les champions, tout ce qu'il y a comme championnat. Et donc, il y a le championnat de la D3 qui va commencer, on regarde, mais il y a le championnat, hier, le président de la Ligue amateur l'a annoncé, il n'y aura pas de championnat pour les divisions régionales et les divisions en dessous. Mais tout ceci fait qu'on attend, parce que c'est la base du football, c'est là où tout le monde les attend, le développement du football, la base du football, on attend. On peut développer une équipe nationale bien, mais si le football à la base n'est pas développé, qu'est-ce qui va alimenter après l'équipe nationale? Mais on les attend sur tous les pans de leur projet qu'ils ont soumis, et donc toute la Côte d'Ivoire a les regards tournés vers eux, qu'ils prennent, ils sont dans le bon tempo, qu'ils prennent leur temps, mais qu'ils évitent la précipitation. Auria, vous terminez? Mais je pense que je suis sur la même longueur d'onde que Noël Yapo. Le plus important aujourd'hui, c'est la relance du football local. Vous savez, sous le président Jacques Anouma, face à la situation dramatique dans laquelle se trouvait le football local, il avait décidé d'embellir la vitrine comme le ferait tout bon commerçant. Voilà, et de laisser l'arrière-cour encore avant d'y mettre de l'ordre. Donc la vitrine, c'était l'équipe nationale. Il a essayé de professionnaliser l'équipe nationale. Aujourd'hui, on est hérité d'une équipe nationale avec un environnement suffisamment professionnel, mais qui est encore perfectible, donc il va falloir améliorer. Et on attendait maintenant des différents comités exécutifs de pouvoir redonner leur éclat aux équipes locales. Mais je sais que cela ne dépend pas forcément ou entièrement des comités exécutifs. Vous savez, moi je classe généralement le sport dans la catégorie des arts du spectacle. Quand quelqu'un se lève pour aller regarder une rencontre sportive, il y va pour prendre du plaisir. Voilà, donc pour cela, il faut, pour que les gens y aillent, il faut que la qualité soit élevée, la qualité du spectacle. Et c'est cette qualité du spectacle qui attire du monde, et en attirant du monde qui attire des sponsors. Ça, on le sait tous. Donc, il va falloir énormément travailler sur les artisans du football pour qu'ils puissent améliorer leur niveau afin que le public puisse se rendre en masse au stade. Cela va attirer les sponsors, et c'est avec toute cette manne financière, c'est-à-dire la parafiscalité, les droits de retransmission télé et les apports au niveau des guichets et les achats des différents goodies, comme on le dit, des clubs, qu'on pourra avoir suffisamment de moyens dans le football et permettre aux athlètes de vivre dignement de leur art localement. Tout le monde est concerné. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une affaire qui concerne uniquement le comité exécutif. Il faut qu'on se retrousse tous les manches pour toutes les disciplines sportives, même si le football est le sport roi, pour que dans les années à venir, on puisse avoir des athlètes de très haut niveau. Parce que nous, qui avons connu une Côte d'Ivoire avec des clubs qui gagnent, pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas vécu ça, qui ne connaissent pas ça, il est indéniable qu'ils vont aller chercher leur bonheur ailleurs. Et leur bonheur ailleurs, ça se retrouve dans les clubs de l'UEFA, comme le Real, le Barça, le PSG et autres. Donc il faut véritablement qu'on essaie de taire toutes les querelles et qu'on essaie véritablement de laisser le ballon rouler. Ok. On nous dit comme ça qu'ils n'ont pas encore donné le nom. Attends. On va s'arrêter là, messieurs. Noël Yapo, Auria, et certainement demain, s'il est de retour, notre ami Bané, qui est parti en mission du côté de Yamoussoukro. On va faire un gros plan sur l'Africa Sport. L'aigle vole bas. L'aigle part heureusement dans les ténèbres de la Ligue 2. Ça ne va toujours pas. Kouyo a-t-il déjà échoué ou est-il capable de relancer la machine rouge? Tout sur l'équipe chère à Auria demain. Parce que les supporters attendent beaucoup, mais la déception est tout aussi grande. Merci de nous avoir suivis. On s'arrête là. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À demain.